va revenir là sur la Révolution française qui était abordée hier avec Colin Jones. Euh, je vais vous présenter quelques lettres qui sont issues d'un corpus beaucoup plus vaste de plusieurs centaines de lettres que je suis en train d'étudier parmi d'autres. Donc tout ça s'inscrit dans un projet qui est plus vaste. Pour ce qui est du cas Rouvray, il y reste des zones d'ombre puisque c'est un travail en cours. Alors, les correspondances privées, elles sont à la croisée de l'intime et du social, pour reprendre la formule de Mireille Baussy. Les normes sociales déterminent en effet ce qui est dissible et comment le dire. Elles informent aussi les émotions, les informations et les expériences qui sont racontées dans les lettres. Et on voit à ce qui était dit derrière, je ne pense pas que même une blanchisseuse, dans sa lettre, écrive simplement ce qui lui soit arrivé, d'autant moins quand c'est le factum de l'avocat. Tout ça, c'est normé par la société. Alors, dans les moments de crise politique, les lettres permettent de saisir les nœuds, les moments de basculement qui expliquent l'engagement et la radicalisation politique, le moment de l'acceptation de la violence et du franchissement des seuils de la brutalisation. Elle nous place ainsi à l'articulation de la sphère privée et de la sphère publique en tant que lieu d'une critique du pouvoir et d'élaboration d'une sociabilité politique telle qu'elle avait été définie par Jürgen Habermas. Alors, cette perspective rend les lettres particulièrement utiles pour l'étude du protagonisme. Le protagonisme révolutionnaire, c'était une notion qui a été développée par Chaim Bernstein il y a quelques années déjà. Il le définissait comme ce désir d'entrer dans l'histoire, d'être visible en tant qu'acteur et de se mettre en récit dans la narration d'un événement inédit. Ce que Chaim Bernstein avait mis en valeur dans sa profondeur sociale, donc avec ce terme de protagoniste, je voudrais montrer que c'est aussi opératoire dans une dimension genrée. Ça permet d'observer comment une femme, ici la marquise de Rouvray, qui se trouve à la tête d'un réseau familial transatlantique, se trouve incitée par les événements à devenir une protagoniste de l'histoire. Alors, qui sont le marquis et la marquise de Rouvray? Ce sont des planteurs de Saint-Domingue au début de la Révolution française. Je vous ai mis au tableau une carte de Saint-Domingue. Donc, Saint-Domingue, pour ceux qui ignoraient, c'est Haïti actuellement. C'est la partie ouest de cette île, l'autre partie étant occupée par Santo Domingo, la colonie espagnole. Et les propriétés des Rouvray se situent ici. On a le terrier rouge, que vous ne voyez pas très bien, mais voilà. Le Cap, c'est ici. Et de l'autre côté, ils ont une deuxième propriété qui est du côté de Port-de-Paix. Je ne vais pas la retrouver moi-même. Voilà, au Petit-Saint-Louis, dans ce secteur-là. Donc, tout ça, c'est les deux propriétés sont plutôt au nord de l'île. Alors, la marquise de Rouvray, elle est née Rose Angélique d'Alesso d'Eragny. Elle est née en Martinique, donc une créole, d'une famille de négociants fraîchement anoblis. Le marquis Laurent-François Lenoir, lui est originaire de Normandie, c'est un officier, il a participé à la guerre de 7 ans au Canada, à celle des États-Unis, il a été fait maréchal en 1788. Au moment où il a combattu aux États-Unis, il était colonel d'un régiment de chasseurs volontaires de couleur. À partir de là, il a pris conscience de l'inégalité dans laquelle se trouvaient les libres de couleur et a combattu en leur faveur. Il se déclare en 1789 favorable au droit de vote par procuration des hommes de couleur, des hommes libres de couleur. Alors, il faut savoir qu'à Saint-Domingue, il y avait une population assez importante de libres de couleur, donc qui étaient soit des enfants d'affranchis, soit qui eux-mêmes avaient été franchis à l'âge adulte, ce qui était le cas de Toussaint Louverture, par exemple, et qui pouvaient être, et c'était souvent le cas, propriétaires eux-mêmes d'esclaves. Donc, situation très très complexe à Saint-Domingue, on y reviendra. Donc, je vous ai dit, ils ont deux biens. Au Terrier Rouge, c'est une sucrerie. Au Petit Saint-Louis, c'est une caféière.
L'ensemble a été évalué selon deux historiens qui avaient publié une partie de cette correspondance dans les années 1950, McIntosh et Weber. Donc les propriétés ont été évaluées au moment de la liquidation de l'indemnité en 1826 à 2 millions de francs. Donc c'est une famille très riche. Le marquis de Rouvray, en 1789, a été envoyé comme député aux États généraux, alors que la France ne reconnaissait pas à cette époque le droit aux colonies d'avoir une représentation politique. Mais à Paris, il fréquente le club Massiac, celui des colons, euh, très réactionnaire, et qui s'opposait à la Société des Amis des Noirs. Rouvray publie une brochure contre les Amis des Noirs. Alors, s'est-il, comme beaucoup de députés aux États généraux, effrayé devant la violence révolutionnaire, aussi bien en France qu'à Saint-Domingue? Est-ce qu'il a été influencé par le club Massiac? Est-ce que ses positions en faveur des libres de couleur, au départ, s'accompagnaient déjà de positions politiques en réalité très conservatrices? Toujours est-il que, rapidement, il apparaît comme favorable à un retour à l'Ancien Régime, euh, n'est donc pas du tout un révolutionnaire. Alors, au moment où le couple rentre en France, au printemps 1791, ils laissent derrière eux deux enfants. Leur fille Marguerite, qui a épousé en 1789 le marquis de Lostange, et Marguerite, c'est avec elle que la marquise de Rouvray correspond dans les lettres que je vous présenterai. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Et puis Gaston, le plus jeune de leurs fils, qui s'est engagé dans l'armée en France. Le couple rentre à Saint-Domingue, vie séparée. La marquise est au terrier avec leur autre fille, Pauline. Le marquis vit avec leur autre fils, Édouard, au Petit-Saint-Louis. La correspondance s'ouvre sur un événement majeur pour Saint-Domingue, à savoir l'adoption du décret du 15 mai 1791 qui accorde l'égalité civique aux libres de couleur nés de parents libres. Ce décret met les planteurs en ébullition à Saint-Domingue. La marquise de Rouvray, qui a vécu à Paris pendant 2 ans l'effervescence révolutionnaire, qui s'est manifestement ennuyée d'ailleurs dans un premier temps à son retour à Saint-Domingue, vit de nouveau une forme d'effervescence avec la nouvelle du vote de ce décret, qui arrive probablement peu de temps après. Ceci est accentué à partir de la nuit du 22 au 23 août 1791 par l'insurrection des esclaves qui mettent le feu à la plaine du Cap. Donc on est par ici, hein, la plaine du Nord, derrière le Cap. Un gros incendie, insurrection, qui va durer et se transformer en une sorte de guerre civile. Alors, les lettres que j'ai retenues pour cette analyse, il y en a 14, elles sont adressées donc par la marquise de Rouvray à sa fille Marguerite, qu'elle imagine encore en France, en espérant qu'elle soit partie, tout en espérant qu'elle puisse être encore en France, on verra, pour servir les intérêts familiaux. C'est assez compliqué. Ces lettres, elles vont du mois de juillet 1791 jusqu'au mois de mai 1792. Alors, mon propos s'articulera autour de cette césure d'août 1791 et j'aborderai d'abord la correspondance sous l'angle domestique pour montrer comment la marquise de Rouvray utilise ce réseau épistolaire familial pour consolider sa marge de manœuvre. Puis je montrerai comment cette femme s'inscrit dans l'histoire à la faveur des événements d'Aumont. Alors d'abord, une correspondance au service d'un réseau familial transatlantique. 14 lettres, je vous disais, qui sont adressées uniquement par la marquise à sa fille. Je ne dispose pas à cette heure des lettres de Madame de Lostange à sa mère, la marquise de Rouvray. Donc le corpus forme une sorte de monodie qui tient du journal intime quand les lettres sont sans réponse et que la marquise continue pourtant d'écrire. Les lettres de la fille arrivent en effet de manière très irrégulière. On ne les a pas, mais on sait qu'elles arrivent puisque la marquise en fait mention dans sa correspondance. Le 30 mai 1792, par exemple, la marquise de Rouvray reçoit 3 lettres de Marguerite, dont, donc là on est en mai 92, la plus ancienne date du mois d'octobre. Elle découvre à ce moment-là, donc en mai 92, que sa fille est depuis octobre, en fait, en Allemagne, et que la lettre a mis 6 mois pour lui parvenir. Donc, on est d'une certaine manière assez proche d'une forme d'écriture diariste, puisque les lettres sont elles sont écrites sans certitude d'atteindre un destinataire.
Mais le geste épistolaire reste très éphémère, contrairement à l'écriture diariste, puisque la marquise ne garde pas la copie de ses lettres. Donc, si la lettre est perdue, c'est définitif. Alors, les pertes sont très fréquentes. En février 92, la marquise signale que son époux n'a reçu que 3 des 12 dernières lettres envoyées par leur fille. Il le sait car celle-ci a pris soin de numéroter sa correspondance, ce qui était classique, hein, surtout en cas de trouble. Mais face à tant d'incertitudes, la marquise de Rouvray, elle, dit qu'elle a renoncé à cette solution. C'est-à-dire que la normalité est maintenant que les lettres n'arrivent pas, et l'exception est qu'elles atteignent leur destinataire. En effet, elles peuvent être saisies par la police française, par un navire étranger, britannique notamment, qui saisit en prise de guerre tout le contenu d'un navire. Elles peuvent rester bloquées en cas d'embargo dans un port et se perdre tout simplement dans le transport. Par ailleurs, le rythme d'écriture est extrêmement irrégulier. La marquise de Rouvray écrit par exemple au départ le 12 juillet 1791, le 17 juillet, le 18 juillet, le 30 juillet et le 7 août. Mais en fait, cette période d'écriture assez soutenue fait suite à une période d'aphasie que l'épistolière a connue depuis son retour de France au mois de mai. Donc de mai à juillet, elle n'a pas écrit. Un nouveau silence s'établit à partir du mois d'octobre 91 jusqu'en février 92, comme elle le déclare elle-même dans la première lettre qu'elle reprend le 18 février. Et quand elle reprend la plume, elle dit sa difficulté à écrire. La première période d'aphasie correspond à ce qu'elle décrit comme une période d'apathie. C'est comme ça qu'elle le nomme, considérant que c'est une véritable maladie qu'on doit ranger probablement au rang des maladies dont souffraient les colons. Donc ce n'est qu'à posteriori qu'elle invite sa fille au spectacle de ce qui était probablement une forme de dépression. La deuxième période d'aphasie fait suite au soulèvement des esclaves et s'explique par une autre forme de douleur qu'elle décrit ainsi. Nos malheurs qui s'augmentaient tous les jours, ma chère amie, m'ont ôté depuis mes dernières lettres d'octobre le courage de vous écrire. N'ayant rien de consolant à vous marquer, voyant au contraire empirer notre position, je n'avais que des désastres à vous annoncer, sans qu'il fût possible encore de prévoir le terme où il s'arrêterait. La marquise refuse donc longtemps à inviter Marguerite au spectacle de ces drames. L'écriture épistolaire, on le comprend, implique de pouvoir rassurer sa fille, non seulement sur le sort des proches, mais sur celui de leurs biens, car c'est toute la famille qui dépend financièrement de cette caféière et de cette sucrerie, y compris Marguerite, qui, quoique mariée, reçoit une pension de ses parents. Le marquis de Lostange qu'elle épouse est un cadet, encore un pauvre cadet, c'est ça, charmant celui-là, mais assez pauvre. Il le dit lui-même dans ses lettres que l'on a par ailleurs. Alors la mère se résout finalement à une mise en récit elliptique de sa première période d'apathie en la remplaçant par une condamnation morale du père qui est parti vivre, dit-elle, avec des femmes de couleur. La fille est invitée à ce théâtre domestique, je reprends là une expression de Jürgen Sis, théâtre domestique dans lequel le père est investi d'un rôle mineur et périphérique, loin du domicile conjugal dont il s'est lui-même exclu. La marquise recommande toutefois à Marguerite d'écrire à son père, car les lettres ont une valeur performative. Écrire, c'est aimer. Les lettres sont des preuves d'amour entre les membres de cette famille transatlantique. Et il est important que le père, qui décide en dernière instance des sommes versées à la fille, reçoive une preuve tangible de son amour. La lettre a donc une fonction qui est également instrumentale. Elle garantit le maintien de la pension, mais elle souligne en même temps la marginalisation du père dans la relation mère-fille, puisque la fille écrit à son père à la demande de la marquise. Alors, pour s'assurer une marge de manœuvre plus large, la marquise demande à sa fille de changer de canal pour lui acheminer les lettres. Jusqu'à présent, les lettres arrivaient par l'intermédiaire de l'homme de confiance de la famille à Bordeaux, qui était un négociant, Montaudoin, qui envoyait ensuite au marquis l'ensemble du courrier familial avec les abonnements à différents journaux. Le père recevait ainsi les lettres qui étaient adressées à sa femme et quand il voyait un cachet qui indiquait que la lettre venait de sa fille, il les ouvrait.
Alors, sous prétexte d'éviter le crochet par le bureau du père et la perte que ces manipulations induisaient, la marquise demande à sa fille d'adresser les lettres plutôt via un autre ami qui habite au Cap, le négociant Guilbault. La correspondance échappe ainsi euh, au contrôle paternel et la mère instaure pour elle et pour la fille un espace de liberté. Les lettres de la marquise servent aussi à contrecarrer systématiquement la volonté paternelle, tout en faisant mine, là encore, de la respecter. La mère protège de cette manière les enfants en France de la volonté et de la colère paternelle. On pourrait même dire d'une forme de tyrannie patriarcale. On le voit quand Gaston, qui sème des dettes, est mis aux arrêts pour cela en 1792. La marquise recommande à Marguerite de ne pas en parler au père et d'obliger le garçon à payer ses dettes sur ses propres économies. Après le soulèvement d'août 1791, le marquis décide que Gaston doit revenir à Saint-Domingue pour participer à la défense des biens des colons et des biens de la famille en particulier. La mère transmet l'injonction paternelle à sa fille, tout en faisant comprendre qu'elle ne trouve pas opportun ce voyage dans le contexte agité que connaissent à la fois la France et Saint-Domingue à cette époque-là. Elle s'en remet à Marguerite et à son mari pour décider du sort du jeune homme. Mais elle transmet l'extrait de la lettre du père qui qui exige le retour du fils. Alors, dans cette correspondance, la mère apparaît comme le pivot de la famille. Elle fait le lien entre tous les membres. Elle gère aussi, elle poursuit l'éducation des plus jeunes à distance. Celle de la petite fille Charlotte, qui a dû naître vers 1790, la fille de Marguerite. Alors à Marguerite, pour Charlotte, elle recommande ceci. Guidez-vous, ma chère amie, pour son éducation sur un ouvrage en 2 volumes que je vous ai donné, et pour les soins de sa santé sur le premier volume de Buchan, de son traité de médecine domestique. C'est le meilleur guide que je connaisse. Il n'ordonne point de remède, mais il indique comment il faut faire pour éviter d'en donner. On a l'impression là un peu du Françoise Dolto que toutes les mères avant donnaient à leurs filles en France. Je ne sais pas si c'est la même chose ici. Pour Gaston, elle recommande des leçons de danse et de piano qui étaient supposées devoir le conduire naturellement à la harpe. Et là, c'est intéressant parce qu'on comprend que c'est la mère qui veut que le fils apprenne la danse et le piano, et c'est le père qui voulait que le fils apprenne la harpe. Donc là, elle fait passer encore ses propres choix en priorité et bafoue de cette manière l'autorité paternelle. Femme de pouvoir dans l'espace domestique, la marquise apparaît aussi très au fait de la situation dans les plantations. Ces lettres ne disent pas son rôle au terrier. Elle ne se met pas en scène en tant que femme d'affaires. Mais on sait, elle le dit, qu'elle est en correspondance avec les négociants. Donc elle a un rôle très certainement et elle sait assez précisément ce que leur production de sucre et de café doit pouvoir produire en 1791. Et évidemment, ça va être très décevant après l'insurrection. Elle veille aussi à ce que la pension soit bien payée à Marguerite, mais aussi à la nourrice de la petite Charlotte et à la gouvernante qu'elle a envoyée auprès de sa fille. Et enfin, la marquise joue le rôle traditionnel qu'on trouve, qui est attribué aux femmes dans les familles transatlantiques, qui est celui d'entretenir le réseau de sociabilité qui fait le relais avec les activités commerciales de l'époux. C'était très clair lorsque la femme restait dans un port en métropole pendant que l'époux allait faire fortune dans l'île. Alors là, la mère est avec le père sur l'île, mais elle délègue cette fonction-là de relais, de réseautage, on dirait aujourd'hui en métropole. Elle délègue ce rôle-là à sa fille. Elle lui dit qui aller voir, qui négocier, avec qui négocier, pour quelles raisons, régler les dettes, etc. Donc la distance géographique reste là un atout pour cette famille atlantique. Alors, tout ceci est bouleversé au moment du soulèvement des esclaves en août 1791. Césure décisive qui bouleverse les équilibres intrafamiliaux et qui suscite l'entrée en politique de la marquise. Ça se traduit par 2 bouleversements. D'une part, le père va participer à la lutte contre l'insurrection et d'autre part, ils perdent leur fortune ou une bonne partie de leur fortune. Alors, la mise en récit des événements est très difficile pour la marquise. On l'a vu tout à l'heure. Elle est submergée par la colère et la panique. Colère d'abord face au décret du 15 mai 1791
celui qui accorde le droit de vote aux libres de couleur nés de parents libres. Et sa narration, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait émerger un nous politique, celui des propriétaires blancs qui s'opposent à cette mesure. Elle dit son appartenance à ce groupe, mais aussi la division des colons blancs, puisque certains d'entre eux acceptent de faire appliquer le décret. Du reste, elle ne se dit pas elle-même opposée au décret, mais opposée au droit que s'attribue l'Assemblée nationale de légiférer dans les colonies, au mépris d'une décision qui avait été prise en 1790. Donc manifestement, le groupe dont elle se revendique avec son mari, c'est celui des pompons rouges, c'est-à-dire les propriétaires de Saint-Domingue qui souhaitaient passer sous la tutelle britannique et qui préféraient cela plutôt que d'accepter les mesures révolutionnaires. L'autre émotion qui inonde sa correspondance à partir d'août 1791, c'est la peur. La marquise ne cache pas sa panique au moment du soulèvement des esclaves. Les habitations des Rouvray n'ont pas été immédiatement touchées, mais elle sait bien que l'équilibre numérique joue en défaveur des propriétaires. Il y avait à peu près un blanc ou un libre, mais de toute façon les libres de couleur étaient peu nombreux, pour 9 esclaves. Donc évidemment, une fois que l'insurrection a commencé, les propriétaires n'ont aucune garantie sur leur sécurité. Elle écrit d'ailleurs: cela nous a fait toujours un grand tort pour le revenu de cette année et pour l'autre et pour l'avenir, car comment rester dans un pays où des esclaves ont levé la main sur leur maître? Elle écrit ceci le 4 septembre 91. Alors, face à une telle incertitude, elle s'affole. Faut-il quitter Saint-Domingue ou pas, appeler ses enfants à elle, partir à Cuba ou en Nouvelle-Angleterre? Elle change d'avis sans cesse dans ses lettres. Elle demande tour à tour à sa fille de la rejoindre à Saint-Domingue ou d'aller en Nouvelle-Angleterre. Bon, tout ceci est très confus. On la voit submergée par les émotions, je le disais, mais en même temps, ces émotions, elles sont structurantes pour la politisation de la marquise et pour sa volonté de s'inscrire dans l'histoire. Alors, ce processus, il se fait d'abord par le truchement du mari. Le planteur débauché, parti vivre avec des femmes de couleur, revêt désormais sous la plume, c'est elle qui le dépeint comme ça, hein, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Elle revêt, donc il revêt, pardon, sous la plume de la marquise, la tenue d'officier. Et sa valeur est dite à travers le nombre d'ennemis tués. Une inflation. Au début, elle annonce qu'il a tué 50 hommes. On a l'impression d'ailleurs que c'est lui qui les a tués tout seul, alors qu'il est à la tête d'une troupe, évidemment. 50 hommes, puis 150, puis 150, puis 500 hommes. Donc, il est mis en scène en tant que chef de guerre victorieux des flammes de l'insurrection, mais aussi de l'incendie, puisqu'il organise la lutte contre ce feu. Il est celui qui rétablit l'ordre contre les insurgés, tout en résistant au nouvel ordre révolutionnaire jugé incendiaire. Alors, comment est-ce qu'il résiste à ce nouvel ordre? Notamment en faisant usage sur ces terres d'une justice particulière contre les insurgés. Justice particulière, plus rapide selon la marquise que la nouvelle justice introduite par le code révolutionnaire. Très clairement, on comprend que c'est une justice qui est totalement arbitraire et très brutale. Alors, Haïm Burstein a montré que le protagonisme induit des transactions entre l'individu et l'État. D'une part, l'acteur demande à l'État une reconnaissance symbolique ou matérielle de la légitimité de son engagement, et d'autre part, les autorités jouent sur ces rétributions pour encourager et canaliser l'engagement populaire. Alors, on retrouve ce désir de reconnaissance sous la plume de la marquise. Elle se plaint que son époux ait été oublié des décorations qui ont été accordées par les autorités publiques à ceux qui avaient défendu l'ordre colonial à Saint-Domingue. Elle demande donc à sa fille de faire jouer leur relation en France pour faire reconnaître les mérites paternels. Évidemment, la demande n'est pas paradoxale puisque le père s'opposait en réalité au nouvel ordre des choses et on comprend que les autorités ne s'empressent pas de légitimer son action. Alors, cette économie de la reconnaissance s'étend dans la correspondance de la marquise à l'espace domestique. Elle entend désormais faire reconnaître l'autorité paternelle au sein de la famille. Il faut que j'arrive rapidement. 5 minutes. D'accord. Oui, moi je vais y arriver. Donc, elle veut faire reconnaître de nouveau l'autorité paternelle dans la famille. Elle exige maintenant, ou elle dit qu'on ne peut plus attendre plus longtemps pour faire revenir Gaston.
Un nous conjugal réapparaît aussi. C'est ensemble apparemment qu'ils réfléchissent à leur sort et à celui de leurs enfants. Euh, mais malgré tout, la mère reste celle qui dit l'autorité, qui distribue les rôles au sein de la famille. Elle investit sa fille d'une nouvelle mission concernant les biens familiaux. Lorsqu'eux-mêmes envisagent d'émigrer, il faut vendre les biens en France. Elle veut que sa fille organise une vente fictive pour qu'ils ne soient pas confisqués suite à leur émigration. Tout ceci doit se faire dans le secret pour éviter la dépréciation des actifs domingois. Et par ailleurs, la marquise s'inscrit directement comme protagoniste de l'histoire. Elle dit elle-même qu'elle a voulu se rapprocher du Cap. Elle va au cœur de l'action. Elle va discuter avec les représentants de l'Assemblée coloniale, avec un ancien député, elle le mentionne dans ses lettres, et elle adopte le discours contre-révolutionnaire. Les insurgés sont des brigands. On a là, alors je n'aurai pas le temps de développer, mais une racialisation de l'opposition révolutionnaire, un refus d'accepter le soulèvement des esclaves comme un geste politique. Ce sont des brigands et les leaders, euh, comme c'est intéressant parce que c'est la même chose que pour le mouvement des femmes en octobre 89 qui était soi-disant guidé par des hommes travestis. Et là, les leaders sont imaginés comme étant des blancs carbonisés, c'est-à-dire donc masqués, barbouillés de noir pour passer pour des noirs. C'est-à-dire vraiment, il y a une illégitimité totale de l'action politique de ces hommes, parmi lesquels elle mélange d'ailleurs manifestement aussi bien les anciens esclaves que les libres de couleur, qui n'ont en partage finalement que la couleur et une origine partielle, au moins servile. Alors, quel bilan tirer de tout ceci? D'abord, rappeler que la lettre est mise en scène de soi. La marquise de Rouvray se construit en protagoniste de l'histoire. Elle participe au débat, à l'exclusion de celle qu'elle estime comme étant illégitime. Elle participe au rétablissement du patriarcat dans la famille, mais sa narration est en but à la réalité. Celle d'un peuple réduit en esclavage qui se soulève et parvient finalement à s'imposer du pouvoir à Saint-Domingue, et puis celle de l'émancipation de ses propres enfants. Alors qu'elle ne sait pas où ils sont et qu'elle leur dit va voir un tel, un tel, un tel, Gaston et son gendre d'ailleurs se sont engagés dans les troupes des émigrés, sont partis à Tournai puis en Allemagne, et ils sont de toute façon pas en mesure de faire ce qui leur est demandé. Donc il y a en commun des positions idéologiques contre-révolutionnaires, mais dans la réalité, l'affirmation d'une volonté propre de la part des enfants qui sont devenus eux-mêmes des protagonistes de l'histoire. Donc la lettre n'est jamais un reflet de la réalité, c'est une mise en récit qui cherche à donner du sens aux événements, qui s'inscrit dès l'origine, donc dans une dimension mémorielle, on en parlait hier, je crois que ça c'est inhérent finalement à l'écriture épistolaire. Miroir de soi aussi, qui est destiné à un public large. En tout cas, pour cette époque-là, les lettres sont toujours destinées à plusieurs lecteurs. Elles circulent, on le sait, elles sont recopiées, donc on n'est jamais dans une dimension purement dialogique duel. Et puis enfin, c'est la trace matérielle d'un réseau qui est, dans le cas de la marquise de Rouvray, également un espace de liberté.